Bonjour Raphaëlla, Bonjour. merci beaucoup de nous accorder de ton temps, je suis vraiment très contente de te recevoir. Oui, moi aussi, je suis super contente d'être là. Est-ce que avant qu'on commence, tu peux te présenter pour peut-être les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc je m'appelle Raphaëlla, je suis la cofondatrice de Yacon & Co. Yacon & Co, c'est la première entreprise française qui commercialise et produit le sirop de Yacon. Et le sirop de Yacon, c'est un sucrant naturel qui est bon pour la santé, qui est 4 fois moins riche en sucre, 2 fois moins calorique que le sucre blanc. Et en plus, c'est super bon et ça se met dans toutes les pâtisseries qu'on fait au quotidien à la maison. Les gâteaux au chocolat, les madeleines, les biscuits, mais aussi les granola balls, les overnight oats. Enfin, tous les usages qu'on se fait du sucre, dans le thé, le café, mais version sain. Voilà. Super. Comment tu as découvert le Yacon? Alors, par une histoire personnelle, moi j'ai habité aux États-Unis pendant plusieurs années. J'ai travaillé dans la banque. Et j'ai commencé à développer des problèmes de digestion et de fatigue chronique. Et je pensais que du coup, surtout mes problèmes de digestion, je me suis dit tiens, à l'époque on parlait énormément du problème du gluten, du lactose, de tout ça. Et comme je sais que depuis toute petite, tu vois, je suis quelqu'un qui a quand même des problèmes digestifs, je me suis dit tiens, peut-être qu'il faudrait que je sache un peu d'où ça vient. Et je suis allée voir des gastro-entérologues, donc des médecins aux US et tout. Les médecins aux US sont vachement en mode oui, vous avez ça, tiens, 200 euros, 200 dollars de plus, quoi. Et là, non. Il m'a dit écoutez, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes allergique à rien, vous êtes intolérante à rien, donc tout va bien. Mais si vous avez quand même un problème, il faut peut-être analyser plutôt ce qui est dans votre assiette. Et à cette époque-là, j'avais commencé à être végétarienne. Et quand on est végétarien, quand on n'est pas bien suivi, on a tendance à remplacer tout ce qui est protéines animales avec des glucides. Donc les glucides, c'est riz, pain, pâtes, par exemple. Et pas seulement, moi j'ai toujours été un peu en mode healthy, tu vois, salade, tout ce qui va bien pour être en bonne santé. Et mon petit-déj, je le confectionnais moi-même. Je me faisais des granola balls avec du sirop d'agave à l'époque. Je me mettais par-dessus. Et en fait, en analysant un petit peu ce que je mangeais, je voyais que ma quantité de glucides et donc de sucre était trop élevée par rapport à ce qui est sain. Alors que j'avais l'impression d'être saine. Tu vois, c'est ça le truc qui fait réfléchir aussi parfois, c'est qu'on a l'impression d'avoir un mode d'alimentation qui va bien et en fait, il y a un peu des déséquilibrages. Et le sirop d'agave, quand j'ai fait des recherches dessus, j'ai vu qu'il y avait 75% de sucre simple dedans. Donc, énorme. C'est quasiment comme si tu mettais du sucre blanc en fait dans ton assiette. Il prône un peu le côté naturel et tout. Mais finalement, c'était une plante à la base, mais ça a été tellement transformé qu'en fait, c'est plus une plante du tout à la fin. C'est l'ultra transformation d'ailleurs. Et en me renseignant, je me suis dit, ok, l'ultra transformation et le sucre contenu dans ces produits, c'est mauvais pour mon microbiote. Et le microbiote, c'est ça qui permet de bien digérer, entre autres. Et aussi qui régule ton humeur, etc. Donc j'ai arrêté totalement le sucre pendant 1 an. Et le problème, c'est que j'ai été super malheureuse parce que moi, j'adore le sucre en vrai. Je suis une grande gourmande, j'adore les desserts, tout ça. J'adore me faire moi-même mes petits gâteaux et tout. Et quand je suis rentrée en France, définitivement, parce que pour raison personnelle, j'ai envie de rentrer, j'ai rencontré Thierry, mon associé actuel, et qui est diabétique, et qui m'a dit la bonne nouvelle, Raph, c'est que tu n'es pas obligé d'arrêter totalement le sucre. Il suffit de consommer le bon sucre. Et moi, je consomme le Yacon depuis plusieurs années et ça m'a permis d'arrêter de me piquer à l'insuline. Donc l'insuline, c'est l'hormone que les diabétiques sont obligés de prendre pour survivre, hein, tout simplement. Bah, lui, le Yacon lui a permis d'arrêter ça parce qu'il a perdu beaucoup de poids et que du coup, il n'avait plus de pic de glycémie. Donc c'est comme ça que je suis arrivée sur le Yacon. Pourquoi est-ce que le Yacon était déjà connu avant? Parce que les Péruviens, en fait, en consomment depuis toujours. Hein. Le Yacon, la plante, c'est comme une pomme de terre. Et donc en fait, les Incas en consommaient déjà. Ça a été plus récemment transformé en sirop, donc vers les années 90, et les Péruviens donc, le connaissent depuis ce moment-là. Mais en fait, si tu veux, les Péruviens, ils voient le Yacon comme le caviar du sucre. Donc vraiment un produit non seulement peu sucré, mais en plus super bon. Et en plus, vraiment, il faut que ça reste une denrée rare. C'est presque un complément alimentaire pour eux. Hein. Je ne dis pas que moi je considère ça comme un complément alimentaire, disclaimer. Mais eux, en tout cas, ils disent plein d'antioxydants, des minéraux, tout ce que tu veux. Et donc, ils sont contents que ça reste cher. Cher et rare. Et donc, nous, on s'est dit, bah, en fait, tout l'intérêt d'un produit aussi extraordinaire, c'est qu'en fait, tout ce soit accessible à tout le monde. Et que tout le monde puisse en entendre parler. Donc, on s'est fait porte-parole du produit. Dont de nombreuses études et recherches ont été faites depuis les années 90. Et nous, on fait juste déblatérer la science, essayer de la rendre plus digeste pour tout le monde et la faire connaître parce que notre mission d'entreprise, c'est de désucrer les Français.
et peut-être un jour le monde aussi, pour notre santé, pour que les enfants arrêtent de consommer trop de sucre, et pour autant que la gourmandise reste au cœur des assiettes. Donc quand toi t'as arrêté le sucre, ça a eu quel effet sur toi directement? Alors le premier effet immédiat, ça a été que j'étais plus fatiguée le matin. Parce qu'en fait, donc mes petits-déj qui étaient riches en sucre, vers 11h, 11h30, tu vois, je prenais mon petit-déj à 8h, à 11h, 11h30, j'avais faim et j'étais fatiguée. Sauf qu'à l'époque, je travaillais beaucoup et donc il fallait que je tienne des journées quasiment sans déjeuner. Bon, après, c'était moi aussi qui m'imposais ça. Hein. J'ai toujours été quelqu'un qui bossait à fond, je me mets à fond dans les projets, je fonce, quoi. Mais du coup, ça veut dire qu'à partir de 11h30, j'étais plus aussi productive, quoi. Jusqu'au moment où j'allais manger à nouveau quelque chose. Et donc mon premier effet, c'est que du coup, j'avais plus faim et j'étais plus fatiguée en matinée. Donc là, je me suis dit déjà, il y a un impact immédiat, hein, mais c'est vraiment du jour au lendemain. Hein. C'est-à-dire, le soir, tu te couches à 20h, tu te réveilles à 8h et là, tu décides de ne pas prendre un petit déjeuner trop riche en sucre. Il peut avoir un goût sucré, mais pas trop riche en sucre. Tu vois, tu peux mettre des fruits dedans ou du sirop Diacone, ça élève pas la glycémie. Et bien, tu vois l'impact immédiat dans la matinée. Donc ça a été le premier. Et puis le deuxième, très rapidement, mais ça prend quand même 2-3 semaines, c'est la digestion. Comme tu arrêtes le sucre, ça nourrit le mauvais microbiote. Le microbiote qui provoque donc des dysbioses intestinales et donc des problèmes de, soyons creux, constipation ou diarrhée. Et ben, quand tu arrêtes le sucre, tu arrêtes de nourrir ce mauvais microbiote. À la place, tu remplaces par des fibres. Et là, d'un coup, tu as ton microbiote qui se repeuple et la diversité elle devient plus grande et donc ça t'aide à digérer. Et donc, au bout de 2-3 semaines, il y a eu aussi les problèmes intestinaux qui ont commencé à cesser, quoi. Ok, parce qu'en fait, arrêter le sucre, c'est hyper compliqué, parce qu'il me semble que c'est 3 produits sur 4 qui est aujourd'hui composé de sucre. Ouais. Alors comment tu fais le tri pour justement arrêter de manger du sucre si tu souhaites limiter ta consommation? Je pense que la première étape, c'est arrêter d'acheter des gâteaux industriels. Déjà, quand tu fais la cuisine chez toi, même admettons que tu as besoin d'un temps de transition pour passer au Diacone, admettons que tu mettes aussi ton sucre normal dans tes gâteaux, tu en mettras toujours moins que ce que tu manges dans les supermarchés. Et surtout, il n'y a pas que le sucre qui est mauvais pour la santé, il y a aussi l'ultra-transformation. Donc dans tous ces aliments, donc gâteaux industriels, tu as aussi plein d'ingrédients que tu ne comprends pas. Des phrases qui font 1 km de long. Vraiment, tu ne comprends pas les ingrédients parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre. C'est pas du tout un produit que tu as envie de consommer au quotidien, c'est pas une plante, c'est pas un truc qui vient de la terre, c'est un truc ultra transformé et créé de toutes pièces pour créer ce produit-là. Donc si déjà chez toi, tu sais que tu as ta farine, tu sais que tu as ton chocolat, etc., c'est la première étape. Et je dirais que la deuxième étape, c'est commencer à désucrer son palais. Donc pour désucrer son palais, il faut quand même passer par une phase où tu consommes plus trop de sucre. Parce qu'en fait, quand tu arrêtes de consommer le goût sucré, quand tu remanges un truc sucré, vraiment, moi je suis un exemple typique. Dès que j'ai un gâteau de boulangerie ou un gâteau même de mes potes qui le font chez eux mais avec du vrai sucre, j'ai la bouche sèche. En fait, je trouve que le sucre, ça enlève le vrai goût des aliments. Donc en fait, quand tu arrêtes le sucre dans tes gâteaux, tu vas commencer à avoir à nouveau le goût des vrais aliments qui va prendre le dessus. Donc si tu mets des noisettes, par exemple, tu vas avoir le bon goût de la noisette, le vrai goût de la noisette. Typiquement, tu prends un Nutella et tu prends une purée de noisettes. Goûte les deux. En vrai, tu vas découvrir que dans le Nutella, tu sens pas du tout la noisette. C'est clair. Ce que tu sens, c'est le sucre et le lait. Tu sens même pas le goût du vrai cacao. Donc tu compares avec une paquet de chocolat de 75% par exemple. Rien à voir. Rien à voir, tu vois. Donc je pense que la deuxième étape, c'est vraiment ça, c'est essayer d'arrêter peut-être pendant 3-4 jours juste totalement le sucre. Et après, reprendre avec des sucres alternatifs qui sont meilleurs pour la santé. Moi, je prêche pour ma paroisse parce que vraiment, j'ai fait toutes les recherches qu'il fallait avant de me stopper vraiment sur le Diacone. Et c'est vrai que les autres alternatives au sucre qu'on connaît, comme sucre de coco, sirop d'agave, qu'est-ce que tu as d'autre? Le miel. Même le miel, ouais, c'est des fausses alternatives parce qu'il y a quand même beaucoup de quantité de sucre simple dedans. Donc c'est pas fait pour se désucrer. Okay. C'est fait pour par exemple le miel de petits producteurs, t'en consommerais parce que tu as envie de consommer un truc plus naturel que le sucre blanc, moins transformé, mais pas pour te désucrer. Et pas pour perdre du poids. Alors, même si je suis contre la perte de poids, malheureusement, c'est un argument qui marche énormément en marketing et parce qu'en fait, on est tous concernés par ça, malheureusement, surtout les femmes. Et donc, parfois, on a tendance à consommer ces alternatives parce qu'on se dit génial, perdre du poids, c'est moins calorique et tout. Niet, regardez vraiment les calories, c'est exactement comme du sucre blanc. Donc, bref, tout ça pour dire que ça, c'est les 2 étapes. Et bon, la 3e étape, évidemment, passer au Diacone, c'est l'idéal parce que c'est riche en fibres, c'est faible en sucre. Et comme c'est pas un produit qui est aussi peu cher qu'un sucre blanc,
immédiatement, c'est comme quand tu t'abonnes à la salle de sport, tu sais. Plus la salle de sport est chère, des études prouvent, plus les gens vont souvent au sport parce qu'ils veulent rentabiliser. Donc en fait, tu améliores ta santé. Et donc le sirop de Yacon est plus cher que le sucre blanc. Comme c'est un peu plus cher, tu vas essayer d'en consommer avec plus de parcimonie. Et donc tu vas diminuer ta consommation de sucre tout en consommant le bon sucre. Mais quand tu utilises le Yacon, est-ce que tu as besoin d'en mettre beaucoup pour avoir ce goût sucré ou juste une cuillère et ça suffit? Alors on dit que le sirop de Yacon c'est à peu près 1 pour 1. Donc en fait c'est le même pouvoir sucrant que le sucre blanc. Cru et cuit, c'est même parfois un goût plus sucré. Donc, oui. Ouais. Donc il y a certaines personnes qui mettent même moins de sirop de Yacon qui mettraient de sucre. Donc si dans un gâteau tu as tendance à mettre 100 g de sucre, tu pourrais mettre que 80 g de sirop de Yacon. Ok. Donc c'est ça qui est super. Et d'ailleurs, on s'est fait chatouiller les pieds par l'UFC Que Choisir qui a dit à la télé que le sirop de Yacon avait un pouvoir sucrant moins élevé que le sucre blanc. Alors, ils ont dit que c'est parce qu'ils ont fait goûter à des personnes. Bon, j'imagine qu'ils n'ont pas pris une centaine de personnes pour faire les tests. Ils ont dû tester dans leur équipe comme ça. Sur 5 personnes. Sur 5 personnes, ça a un moins bon goût sucré et ça a un goût moins fort sucré. Mais en réalité, les études prouvent que le Yacon, et puis pas que les études, les pâtissiers qui pâtissent aujourd'hui déjà avec le sirop de Yacon, comme Johanna Le Pape par exemple, elle a sorti un livre où elle parle du sirop de Yacon et dedans, elle met que le sirop de Yacon, c'est 1 pour 1. Ouais. Donc, il faut s'en fier aux experts quand même. Et donc, dans le domaine des experts, le sirop de Yacon a le même pouvoir sucrant que le sucre. Pour revenir un peu sur les débuts de Yacon & Co, donc tu fais la rencontre de Thierry et c'est là que tout commence. Comment ça se passe? Comment vous développez le premier pot de Yacon & Co? Alors déjà, il faut savoir que notre aventure entrepreneuriale n'a pas du tout été fluide. Okay. Comme on est des primo-entrepreneurs, on est vraiment arrivé la fleur au fusil. On s'est dit, on se lance dans le marché des super aliments. Donc il y avait bien sûr le Yacon, mais il y avait aussi d'autres produits qui étaient des noix très riches en oméga 3, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous animait au quotidien et ce qui nous parlait nous personnellement, moi avec mon arrêt du sucre et Thierry avec son diabète, et Clem aussi, puisqu'on est 3 dans la société, qui est très sportif et qui évite de consommer trop de sucre pour ses performances sportives, on s'est dit en fait c'est le sucre qui nous intéresse. Donc on va rester sur Yacon, mais du coup on a changé de nom 3 fois, donc ça n'a pas du tout été fluide. Si on part du moment où on a vraiment commencé l'aventure Yacon & Co, donc la commercialisation a commencé en mai 2021 et on a changé de nom de marque en septembre 2022. À partir de ce moment-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est surtout on a utilisé beaucoup les réseaux sociaux pour parler du sirop de Yacon parce que ça demande beaucoup d'explications comme produit. Encore aujourd'hui, tout le monde ne comprend pas exactement pourquoi le sirop de Yacon est meilleur que d'autres alternatives au sucre. Donc il faut constamment rabâcher, venir avec des études scientifiques et tout. Donc les réseaux sociaux, c'était l'idéal. Donc on s'est lancé sur Instagram en premier. J'ai commencé plus tard à prendre la parole sur LinkedIn aussi. Et surtout, on a lancé TikTok dès le démarrage. On l'a arrêté après, je pourrais expliquer pourquoi. Mais en 2 mois, on a pris 60 000 followers. C'est énorme. Et j'avais des vidéos qui faisaient 1 million de vues. Wow. Ça a été un vrai boom. Mais pourquoi on a arrêté? C'est parce que ça ne nous générait pas de l'argent. C'était de la notoriété. Et que quand on est une jeune start-up, il faut prioriser ses chantiers. Et moi, ça me prenait du temps quand même de faire mes vidéos parce que je voulais vraiment faire un vrai effort. C'était moi toute seule devant la caméra. Je voulais vraiment que ça soit percutant, tu vois. Donc du coup, je pouvais passer des demi-journées, des journées entières à faire des vidéos. Parfois, je les re-regardais, je faisais peut-être, admettons, 20 vidéos et sur 20, il n'y en a que 10 qui se postaient vraiment. Parce que les autres, on se disait, c'est un peu faiblard ou alors là, t'as pas assez de preuves scientifiques, donc on va éviter de les poster parce qu'on veut dire vraiment la réalité, des choses prouvées, quoi, tu vois. Donc on a basé la moitié de nos vidéos et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, quand on aura plus de temps et une plus grande équipe, on va relancer, mais là, on le met en stand-by. Donc au départ, l'idée, c'était vraiment d'éduquer à ce qu'est le Yacon et pourquoi l'utiliser. Ouais, c'est ça. Ok. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, toujours de l'éducation, mais maintenant on a une belle base de données clients et maintenant il y a aussi une partie de fidélisation et les gens se retrouvent avec leur sirop de Yacon à la maison et ils se demandent ce qu'ils peuvent en faire parce que ça peut être très perturbant parce que le sirop de Yacon c'est liquide alors que tu as l'habitude de prendre un sucre qui est solide, tout simplement comme le sucre blanc. Donc il y a des gens qui se disent attends, si c'est du sirop, ça veut dire que je peux le mettre comme mon sirop de grenadine, tu vois. Donc non, ça s'appelle sirop mais en fait c'est un sucrant et donc il y a besoin d'expliquer les usages. Donc on a monté une chaîne YouTube où là on fait des recettes, où on invite des influenceurs, des créateurs culinaires plus précisément, qui sont très connus soit dans le domaine du sans sucre, soit dans le domaine de la nourriture pour enfants. Parce qu'on vend énormément de produits à des parents avec enfants, parce que souvent la problématique des parents c'est de désucrer leurs enfants ou éviter qu'ils démarrent le sucre. Donc du coup ils sont en recherche d'alternatives qui sont bonnes au goût,
et bonne pour la santé. Donc beaucoup de recettes et tu dis que tu prends aussi beaucoup la parole sur LinkedIn, tu fais du personal branding. Est-ce que tu documentes ta vie d'entrepreneur? Alors je fais pas mal de personal branding effectivement. Sur LinkedIn j'ai choisi l'axe effectivement plus entrepreneurial, même si j'ai un discours assez engagé parce que je suis engagée pour la santé des Français et plus précisément pour expliquer pourquoi le sucre c'est aussi nocif, pourquoi le miel c'est pas une solution. D'ailleurs je me prends des tirs dans tous les sens parce qu'évidemment... C'est vrai? Ah bah le miel, je sais pas si c'est comme ça dans le monde entier, mais en tout cas en France, parce que pour le moment je communique exclusivement en français, le miel c'est vraiment comme si tu touchais un bijou de famille quoi. Je pense qu'il y a un côté très traditionnel en fait, et puis les gens font souvent l'amalgame entre le miel industriel, qui lui est fait en Chine ou on ne sait pas où, et on ne sait même pas si c'est que du miel, c'est souvent coupé au sirop de glucose, fructose, et ils n'ont même pas l'obligation légale de le mettre sur les étiquettes, c'est quand même assez extraordinaire. Et ils confondent ce type de miel-là, qui est le plus commun et qui coûte rien du tout en supermarché, et le miel des petits producteurs qui lui est plutôt cher, mais de bonne qualité. Et là, pour le coup, effectivement, c'est la sueur des fronts des fermiers, mais aussi des abeilles, je le précise pour les gens qui sont véganes, ça reste quand même le travail des abeilles. Hein. Mais ils confondent les deux et effectivement le miel d'agriculteur, enfin le miel de petits producteurs, il est quand même très riche en sucre, ça ne change rien en apport en sucre. Mais par contre, je peux comprendre le côté terroir et traditionnel. Moi je parle de tous les types de miel en termes de sucre, mais précisément surtout le miel industriel qui coûte pas cher et que là on t'en met partout, tu mets dans ton thé et tu penses que tu te fais du bien, en fait tu te fais vraiment du mal. T'es suivi par combien de personnes sur LinkedIn? Je suis presque à 10 000 followers maintenant. J'ai pas une énorme communauté en soi, mais elle est très engagée. J'ai démarré avec des posts qui faisaient 15-30 likes. Mais en fait, il faut persévérer. Et en plus, en persévérant, tu vois quels sont les types de posts qui marchent le mieux, comment est-ce qu'il faut rédiger. Et maintenant, en moyenne, je fais 300-400 likes. Donc, j'ai un bon engagement quand même par rapport à ma communauté. Carrément. Et pour toi, c'est quoi les types de posts qui fonctionnent le mieux du coup sur LinkedIn? Alors LinkedIn, c'est soit du divertissement. Donc ce que j'appelle divertissement, c'est t'annonces une super bonne nouvelle, ou tu dis que tu as rencontré une personne connue, ou un partage d'expérience entrepreneuriale et tout, ça cartonne. Ou alors c'est carrément pour apprendre quelque chose. Donc là, tu vois, les posts qui fonctionnent très bien, c'est quand je dis les 3 choses que j'ai appris en 3 ans d'entrepreneuriat, tu vois. Alors ça marche pas mal, ça aussi, mais ça fait quand même moins d'engagement, mais une communauté plus quali en fait. C'est quand je fais des posts vraiment sur le sucre et que là je dis par exemple les néonicotinoïdes qui tuent 2/3 de nos insectes volants. Et ça fait de l'engagement, un peu moins, mais c'est tous les gens qui me rajoutent après sur LinkedIn sont que des gens dans l'industrie agroalimentaire, donc hyper quali. C'est ça. Tu vois, hyper bien ciblé. Et donc sur Instagram, vous êtes suivi par 50 000 personnes. C'est énorme. Est-ce que tu as vu une vraie différence entre avant qui veut être mon associé et après qui veut être mon associé? Alors avant qui veut être mon associé, on avait 30 000 followers. Donc c'était déjà beaucoup. Ouais, c'était déjà bien. Tout ça construit vraiment à la sueur de notre front. On n'a jamais sponsorisé de poste, tu vois, etc. Mais qui veut être mon associé, ça a fait gagner 20 000, 25 000 même. Parce que je crois qu'on est même plus qu'à 50 000. Je crois qu'on est à 55 000 maintenant. Donc tu as vraiment beaucoup de monde qui viennent te voir. Après, l'idée, c'est que même si ces chiffres sont impressionnants et tout, ton idée, c'est quand même d'engager après les gens. Et nous, c'est le plus important et c'est le truc sur lequel on essaie de se battre sur notre compte Instagram de Yacon & Co. C'est qu'on n'est pas des followers fantômes. T'en as forcément, tu vois, quelques-uns. Mais c'est d'engager, donc c'est pour ça qu'on met beaucoup de touches personnelles. Moi, je me mets souvent en story. Mélodie aussi, notre community manager. On essaie de raconter un peu l'histoire de l'équipe. Enfin, voilà, on essaie de faire des trucs un peu engageants. Est-ce que vous suivez beaucoup les métriques du type vous recevez plus de messages? Comment ça se passe derrière? Alors ça, on reçoit beaucoup de messages, mais de partout, partout. Les gens, dès qu'ils te voient à la télé, ils veulent savoir un peu les dessous, tu vois, donc ils sont plus engagés. J'imagine que la soirée où vous êtes passé dans Qui veut être mon associé, ça a dû être l'explosion. Ouais, c'est vraiment assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disaient quand on a démarré, ouais, mais votre produit, ça va attirer qu'une niche. En fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est plus une niche. On a tellement parlé de la nocivité du sucre pour la santé que tout le monde se sent concerné, tu vois. Si tu dis à une personne, est-ce que pour toi, ta consommation de sucre est un problème? Et tu n'as quasiment personne qui te dise non. Et il suffisait qu'on passe à la télé, en fait, pour pouvoir en parler à du monde d'un coup, 2 millions de téléspectateurs. Alors, on a vu l'impact tout de suite, hein, les ventes, elles sont explosées. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais en gros, en une soirée, on a fait le chiffre d'affaires de 1 an. Et on a été le meilleur projet cette année de Qui veut être mon associé aussi. Enfin, meilleur projet, je veux dire, il y a eu des projets juste ouf que j'adore. Pimpan, Hydratis, les petits produits, je les connaissais déjà d'avant, mais tu vois, il y a plein de projets que j'ai adorés, mais je veux dire en termes de nombre de ventes,
Ça a été bon. Je pense vraiment qu'on est la meilleure, d'après ce que j'ai discuté avec mes potes entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à Qui veut être mon associé? On faisait une levée de fonds Ok. de 2 millions au total pour construire notre usine au Pérou. Parce qu'aujourd'hui, le Diacol ne pousse pas en France ou alors pas les bonnes variétés. Et tu ne peux pas faire du sirop Diacol made in France. Et au Pérou, aujourd'hui, il y a maximum une centaine de tonnes qui est produite par an. Et aujourd'hui, on sait déjà que cette année, on va vendre à peu près 150 tonnes. Wow. Donc on va vider tous les stocks de tous les producteurs du Pérou. Clair. Tu vois, déjà. Il y avait une nécessité d'aller construire une plus grosse usine et de faire une coalition avec les producteurs locaux. Donc aujourd'hui, le plus grand fournisseur de sirop Diacol du Pérou, qui est évidemment péruvien, on a fait une coalition avec lui pour lui dire on met nos stocks en commun et on vend chacun à nos clients. On n'est pas du tout là pour aller piquer, tu vois, le marché des Péruviens. D'ailleurs, on a notre gérante locale, elle est péruvienne, elle connaît le sirop Diacol depuis les années 90, c'est l'experte mondiale du sirop Diacol. Elle n'a pas pu construire sa propre usine parce que ça demande trop de capitaux. Nous, on lui a dit, écoute, nous, on te construit l'usine, on met les machines et toi, tu gères notre usine en local. Elle a dit banco, elle a même arrêté son activité qu'elle faisait à côté pour se mettre full time avec nous. On a fait donc cette levée de fonds l'année dernière et en fait, pour clôturer notre levée de fonds, on a postulé chez Qui veut être mon associé parce qu'on s'est dit, il nous faut bien sûr de l'argent, mais il nous faut aussi des personnes. Et dans le jury, on avait particulièrement visé Tony Parker pour les États-Unis, puisque d'ici à 2025, on compte se lancer aux US aussi, où l'obésité sévit et donc il y a besoin aussi d'alternatives au sucre saines et naturelles. Et donc on a eu Kelly Massol sur le plateau, donc on était très contents aussi. Ils ont tous été emballés par le projet, mais comme Kelly a dit « bon, moi je vous prends à la valo que vous voulez », bah personne n'a osé challenger. Quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Comment ça se passe du coup depuis Qui veut être mon associé? Est-ce que vous avez déjà commencé avec Kelly? Alors, le deal ne s'est pas finalisé. D'accord. Pour des raisons purement administratives, d'un commun accord, il n'y a pas eu du tout, tu vois, d'animosité ou quoi que ce soit. Il y avait des clauses sur lesquelles on n'était pas d'accord et nous on ne voulait pas y déroger parce qu'on avait déjà, sur cette levée de 2 millions, on avait déjà 1,7 million. Donc tous tes investisseurs qui t'ont dit oui, tu ne vas pas tout changer pour une seule. Donc on n'a pas closé avec elle, mais en revanche, on a commencé à construire notre usine. On n'a pas attendu et normalement elle devrait voir le jour au mois de juin et on prévoit notre première vraie production en septembre. Donc là ça vient vite. Ok, génial. Pour revenir sur le côté création de communauté engagée, quelles actions vous faites en plus aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant Qui veut être mon associé? Alors je pense qu'on est devenus vraiment des bêtes en SAV. Ok. Ah ouais, parce qu'en fait, d'un coup, tu passes de toutes petites startups où bon, t'es quand même 15, mais sur les 15, t'en as 5 qui sont à la prod, t'en as 3 qui sont au commercial et t'en as 3 qui sont les cofondateurs. Donc finalement, il te reste plus que très peu de personnes qui s'occupent purement du marketing et de la SAV. Là, toute la boîte est devenue SAV, quoi. Parce que tu reçois, tu vends à 25 000 personnes d'un coup. Tu as 25 000 personnes qui t'écrivent dès le lendemain parce qu'ils s'inquiètent que peut-être leur paiement n'est pas passé. Après, bien sûr, on prend un peu de temps à livrer parce qu'on avait anticipé de faire un x5 de nos ventes. En fait, on a fait x10. Donc, en attendant le nouveau stock et le réapprovisionnement, tu as des gens qui t'écrivent, qui te disent « Ouais, j'ai pas reçu ma commande, qu'est-ce qui se passe ?» Je pense que maintenant, on maîtrise bien le truc. Et puis sinon, oui, il y a un truc aussi, je trouve que l'effet Qui veut être mon associé, ça m'a donné vraiment envie d'être encore plus transparente sur mon aventure entrepreneuriale. Déjà avant, je ne mentais pas. Nous, on dit la vérité, quand ça va pas bien, on le dit, quand ça va bien, on le dit. Je suis montée un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'avant, je me refusais même de me plaindre. Je disais qu'on avait des difficultés, mais je disais pas du tout ce qui se passait moralement. Et récemment, j'ai eu un peu le moral dans les chaussettes parce que justement, à cause de ces problèmes d'approvisionnement et de clients qui se plaignent et qui sont déçus, et moi, la chose que je déteste le plus, c'est de décevoir tes clients. Ouais. Et même dans le perso. Ta personnalité dans le perso découle beaucoup dans le pro finalement. Totalement. Du coup, j'ai senti à quel point c'était vertueux pour 2 raisons. La première, c'est que ça crée une vraie confiance avec les gens parce qu'ils voient que c'est presque comme si tu écrivais dans ton journal intime, tu vois. Et numéro 2, en fait, ça te remonte le moral. Ouais. Tu te dis, faut dézoomer et te reposer exactement sur le pourquoi je fais ça. Et tes 2 associés, eux, ils ne prennent pas du tout la parole sur les réseaux sociaux? Alors Clément prend la parole, et Thierry il déteste ça, il a 60 ans. Ça j'ai cru comprendre, c'est vraiment pas son truc. Non, c'est vraiment pas son truc. Une fois je l'ai emmené quand même sur France 5 pour un reportage et je l'ai forcé. Il m'a dit je fais vraiment ça pour toi, mais sinon non, parce que c'était à propos du diabète. Donc il voulait voir un vrai diabétique qui parle face caméra. Mais Thierry, il a vraiment le discours d'expert qui est exceptionnel et hyper précis. Si tu viens lui chatouiller les pieds sur
est-ce que Diacon c'est vraiment bon pour la santé, quelles sont les études qui sont sorties ces dernières années, il peut limite te citer les dates et le nom technique, tu vois, de l'article, tu vois. Il est à fond là-dessus et heureusement qu'il est là. En revanche, face caméra, il est capable de te dire des trucs aussi complexes que s'il était en train de lire son article. Donc c'est pas très digeste pour le grand public. Thierry, c'est un peu le CTO. Donc c'est le mec qui est dans la technique, tu vois. Et Clem et moi, on est plus les CEO. Tu vois. Okay. Donc Clem, il se met un peu en avant dans les médias aussi de temps en temps. Il enregistre aussi des podcasts et tout. Mais on a quand même décidé que la figure de proue, si j'ose dire, et qui se voit le plus souvent, c'est moi. Pour des raisons de vraiment pouvoir associer la marque avec une tête. Oui, c'est important. Parfois c'est un peu compliqué, tu vois, de comprendre, attends, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, c'est qui lui, machin. C'est ça. Tout à l'heure, tu m'as parlé de TikTok. Donc tu m'as dit que vous aviez commencé sur TikTok, ça fonctionnait super bien, vous aviez une belle notoriété, mais ça rapportait pas d'argent. Aujourd'hui, vous êtes de retour sur TikTok? Pas encore. Ok, donc c'est dans le pipe, c'est un projet? C'est un projet, de toute façon, on le garde toujours en tête parce qu'on s'est dit si on a réussi à exploser dès les débuts comme ça, il n'y a pas de raison que ça reparte. Comme en l'an 40, on priorise un peu nos chantiers. Tu vois, là, vraiment, notre priorisation, de toute manière, c'est produire et livrer nos clients de Qui veut être mon associé. La deuxième priorité, c'est de pouvoir profiter de la notoriété que nous a donnée cette émission sur les réseaux sociaux qui marchent déjà très bien en termes de vente. Donc Instagram nous permet de générer de la vente. LinkedIn, j'arrive pas trop à savoir, mais indirectement, ça nous génère de la vente parce que c'est des contacts industriels, donc vraiment des Nestlé, des Danone qui veulent mettre le sirop Diacon dans leur gâteau, ou des distributeurs, Naturalia, Bio c'est bon, SoBio, sont sur LinkedIn. Et donc ils voient tes posts et après ils t'écrivent. Aujourd'hui, ta cible, elle a quel âge? Notre cible, elle est autour de 30-40 ans. On en a quand même des plus jeunes, mais c'est le gros est là-dedans parce qu'en fait, c'est des parents avec enfants. Un enfant de 8 ans a déjà consommé plus de sucre que ses